La cause du cancer est-elle génétique, docteur Ilyes Barli? Merci pour cette question pertinente. Bon, on sait bien que certains éléments codent pour certains types de cancers, comme le P53, mais il faut savoir que ce P53 code également pour la polyarthrite rhumatoïde. Donc, rien sur le plan génétique n'est spécifique au cancer. Par contre, lors de l'étude qu'on a fait avec professeur Thomas Seyfried de Boston aux États-Unis d'Amérique, on a pu prouver que le cancer était non pas d'origine nucléaire, donc pas d'origine du noyau cellulaire, mais plutôt du cytoplasme, donc de la mitochondrie. Et donc, dans cette étude, où nous avons utilisé des cellules souches normales avec noyau et cytoplasme normal, on a eu des cellules souches différenciées normales. Et avec un noyau atteint et un cytoplasme atteint, les cellules souches différenciées étaient tumorales. Mais la découverte était que en utilisant une cellule avec noyau tumoral, l'utilisation d'un cytoplasme sain, donc d'un niveau de mitochondrie sain, aboutit à une cellule différenciée saine. Okay. Tandis que une cellule avec noyau sain, mais cytoplasme mitochondrial, de cellules cancéreuses, aboutit à une cellule différenciée cancéreuse. Donc, tout est dans le cytoplasme, tout est dans la mitochondrie, tout est dans l'énergie, tout est dans le nombre d'ATP et finalement, ce n'est pas nucléaire. Donc, ce n'est pas génétique, tout est épigénétique et dans une cellule saine, le nombre d'ATP, c'est plutôt 36, alors que dans une cellule cancéreuse, contrairement à ce qu'on croit, c'est une cellule à basse énergie, donc 2 ATP. Donc, ce message rassure et contredit les peurs peut-être des patients qui ont dans la famille des personnes atteintes de cancer. Et qu'est-ce qu'on peut leur dire les personnes qui ont dans la famille des personnes atteintes de cancer, surtout des personnes proches comme les parents ou les grands-parents? Tout à fait. Ceci remet en question tout le mode de suivi, de prévention et de prise en charge dans les familles atteintes, où il y a des personnes atteintes du cancer, que quelque part, l'apport énergétique permet de manifester la bonne santé. Et donc, finalement, les appréhensions génétiques sont remises en question au profit de la vision épigénétique. Est-ce qu'une personne qui est atteinte d'un cancer et qui est guérie, est-ce qu'elle se considère une personne qui a le corps sain, des cellules saines, ou alors elle est encore sujette à risque par rapport à une autre personne? Bravo pour cette question, parce qu'elle représente l'essence même du protocole hybride orthomoléculaire, car actuellement, on est plus dans une dynamique de prise en charge des conséquences de la maladie, par exemple chirurgie, tumérectomie, on enlève la tumeur, mais c'est finalement un traitement de la conséquence qui est certes obligatoire, mais qui n'est pas le traitement de la cause. Également, toutes les thérapies allopathiques actuellement qui visent à éliminer les cellules atteintes et même les cellules saines avec tous les effets secondaires reconnus, ne règlent pas le problème initial. Et le protocole hybride orthomoléculaire se propose d'aller vers l'essence même de l'énergie cytoplasmique, c'est-à-dire l'énergie mitochondriale. Comment? Par la détoxication à l'égard des métaux lourds, des pesticides, des rayonnements électromagnétiques et des radiations nucléaires, un traitement antiparasitaire parce que les parasites sont les éboueurs de l'intestin et ce sont les lieux de stockage à l'égard des métaux lourds contenus dans l'organisme.
la supplémentation par rapport aux déficits en vitamines, acides aminés, oligo-éléments et coenzymes pour permettre une dynamique énergétique cytoplasmique au niveau mitochondrial efficace pour renforcer les cellules saines et pour permettre l'autolyse des cellules cancéreuses. Donc, on peut dire avec la présence du protocole de Dr Elias Barly, la présence de la maladie du cancer a changé, c'est-à-dire ça, son poids dans la vie des individus change aujourd'hui par cet avènement ou cette vision, cette approche du traitement et de guérison après avoir atteint d'une maladie de cancer. Tout à fait. Et d'ailleurs, la vision doit être celle de la sérénité et cette maladie doit être considérée comme toute autre maladie, prise en charge d'une manière thérapeutique en prenant en charge les causes ayant généré la maladie. Et pourquoi le traitement antiparasitaire dans le traitement anti-cancer? Quel lien entre les deux en fait? Excellente question. Cette question nous rapporte à deux éléments essentiels. Un, les parasites sont les éboueurs de l'intestin à l'égard des métaux lourds. Donc, tous les parasites vont contenir des métaux lourds pour nettoyer l'organisme. Mais en nettoyant, si elles ne sont pas éliminées, elles deviennent pourvoyeuses d'empoisonnement. Donc, c'est pour ça que le traitement antiparasitaire est primordial. Mais deuxièmement, ce qu'il a été permis de constater, c'est que le fonctionnement énergétique des parasites et des cellules cancéreuses est similaire. Ils utilisent les deux, la voie de la glycolyse et la voie de la glutaminolyse. Et donc, de facto, tout traitement antiparasitaire qui va permettre d'éliminer les parasites avec leurs métaux lourds va permettre d'éliminer les cellules cancéreuses tout en préservant les cellules saines, en bloquant les apports énergétiques, que ce soit du glucose ou de la L-glutamine pour les cellules cancéreuses. Et c'est pour ceci que le traitement antiparasitaire devient un traitement principal dans l'axe de prise en charge thérapeutique des patients atteints du cancer, bien entendu, associé à la détoxication classique les différentes supplémentations nécessaires pour permettre de renforcer l'immunité du patient, que ce soit en vitamines, acides aminés, coenzymes ou oligo-éléments. Donc, dans cette dynamique de prise en charge globale, les causes seront traitées, les empoisonnements seront éliminés et les déficits seront compensés dans cette dynamique de vision globale, sans oublier tous les éléments de la volonté personnelle, du changement de paradigme, de l'investissement de vie, du changement de mode de vie avec la pratique de l'activité physique, bien entendu, quotidienne, et également une alimentation loin des produits inflammatoires avec des apports protidiques et une dynamique cétogène pour permettre à l'organisme de récupérer ses forces et sa bonne santé. Et je vous remercie. Donc, c'est complètement un changement de perception et de mindset par rapport à la maladie du cancer que ce protocole apporte, en fait, que ce soit pour le patient ou que ce soit pour le thérapeute. Tout à fait. Et on est dans un point d'inflexion dans l'histoire de la médecine de rendre cette maladie une maladie comme les autres maladies qui peut être prise en charge d'une manière logique, simple et limpide en allant aux causes et en générer cette maladie. Donc, on arrête de lutter contre le cancer. On prend en charge maintenant cette maladie et on donne une autre intonation à la sémantique de cette maladie qui est quelque part un cheminement vers la quête de paix dans la propre vie de ce patient. Et donc, cette dynamique de quête de vie permettra une renaissance dans sa propre vie. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Et les praticiens qui sont inspirés et qui sont intéressés par
le protocole du docteur Elias Barli, comment ils peuvent avoir accès à cet apprentissage et comment ça se fait cet apprentissage? Est-ce que c'est un apprentissage théorique, un apprentissage pratique? Est-ce qu'il faut beaucoup de temps? Est-ce qu'il y a une préparation à cela? Et quel public en fait, quel accompagnateur aujourd'hui qui peut bénéficier de ce protocole? Merci pour la question, elle est très importante. La généralisation du protocole hybride orthomoléculaire parmi les médecins et les oncologues est une priorité de stratégie de sécurité sanitaire pour permettre une prise en charge adéquate des patients. En Algérie, des enseignements périodiques semestriels ont lieu à l'université de Ain Temouchent à 1 heure d'Oran en Algérie. Et après nos partages, je pense qu'on a une date à annoncer pour les personnes intéressées pour faire cet enseignement sur 3 jours à Tunis. Oui, les dates du 1er, 2 et 3 mai en 2026. Dr Elias Barli nous fera l'honneur de partager ses connaissances, sa science et son protocole en Tunisie. Et j'invite tous les praticiens, les confrères, les médecins qui sont intéressés de venir et participer à cet apprentissage aussi bien professionnel que personnel aussi. C'est une édification sur le plan professionnel et personnel et un apport considérable pour les patients et l'élévation dans leur prise en charge globale, personnalisée et intégrative. Voilà, ça sera avec grand plaisir. Je rappelle que le protocole hybride orthomoléculaire est déjà appliqué aux Philippines, au Japon, en Espagne, aux États-Unis d'Amérique, au Brésil et en Turquie. Et donc, on espère qu'il va être également partagé au Maghreb, donc dans les différents pays. Quand c'est la Tunisie? L'Espagne. Alors, ça serait avec plaisir de partager cet enseignement du protocole hybride orthomoléculaire. Pour rappel, il est déjà appliqué et enseigné aux Philippines, au Japon, en Espagne, aux États-Unis d'Amérique, au Brésil, en Turquie. Et donc, on espère également le partager en Tunisie, comme on le partage déjà en Algérie au niveau de l'université de Ain Temouchent. Et également, je rappelle qu'il est déjà enseigné en Suisse également, donc un peu partout dans tous les continents. Et c'est au bénéfice du patient, au service de la prise en charge thérapeutique du patient et au service du bénéfice de l'humanité. Et je vous remercie, Dr Elias Barli, auteur principal du protocole hybride orthomoléculaire et président de la Société internationale de médecine orthomoléculaire. Donc enfin, aujourd'hui, on peut très bien dire et être heureux de le déclarer que la maladie du cancer est une maladie réversible. Comment c'est possible avec le protocole? Voilà, c'est le principe de la mémoire reset 0, c'est-à-dire comment pouvoir mettre en reset 0 les cellules souches et en générer les cellules souches tumorales qui ont généré les cellules tumorales différenciées. Comment? Par le principe du traitement antiparasitaire pour pouvoir sceller l'apport énergétique à ces cellules souches tumorales pour ne pas devenir des cellules tumorales différenciées en bloquant la voie de la glycolyse et de la glutaminolyse. Deuxièmement, par la détoxification du corps à l'égard de l'empoisonnement épigénétique, donc métaux lourds, pesticides, rayonnement électromagnétique et radiation nucléaire. Troisièmement, par la supplémentation énergétique adéquate mitochondriale qui permet de mener l'énergie cellulaire au niveau ATP à un niveau élevé pour renforcer les cellules saines. Et c'est ça qui permet l'autolyse des cellules atteintes. Et dans la notion du reset 0, c'est de permettre
d'éviter la reproduction du schéma initial qu'on appelle communément métastase ou récidive ou cancer secondaire. Et on a découvert que souvent, ce qu'on considère métastase dans un autre organe, c'est un cancer initial avec une mémoire ancienne de l'organe initial. Et donc, pour éviter que cette mémoire au niveau de cellules souches reste présente et se manifeste à des périodes de basse énergie au niveau d'un organe par rapport à l'organisme, ben, cette méthode de correction de la cause et de la cause des causes permet d'aller vers la source initiale de la mémoire en permettant par différents mécanismes, que ce soit des autolyses, des parasites et de la détoxication, mais également en permettant sur le plan intellectuel mental d'aller vers une transformation des traumas transgénérationnels en legs culturels contemporains et en invitant toute personne à se réconcilier avec le lieu et l'époque parce que les lieux et les époques ne sont pas responsables des traumas. Et donc, vers cette notion de reset zéro de la mémoire émotionnelle, ben le bond et le rebond vers la bonne santé est possible. Et je vous remercie. Ah, c'est une bonne nouvelle à apporter à toutes les personnes qui sont atteintes de maladies de cancer. Merci beaucoup.